Thank you very much. What we've said from the beginning is during this crisis, Canadians need three things. They need money to pay the bills, they need to know that they'll have a job to return to, and they need to have a safe place to live. In this crisis, we've called out the government for responding too slowly and in many cases with too little. We've said the simplest way to make sure those who need help the most get that help and are not missed is a universal approach. Allow everyone who needs help to apply for that help and to receive it. Instead, the Liberal government's approach has been one that's complicated, and they've had to change their approach continually to close those gaps that we've pushed for them to do so. And again, we push to say there's a gap here, you've got to close, and they're continually changing their approach. And that just doesn't make sense. It's not an efficient way to help people. In fact, the government is making a clear choice. They would rather deny help to those who need it most than give help, a little more help to those who don't need it. When we know there's an easy solution to that, we can just tax it back in the next tax season. We've got a year to do that. We have a year to figure that out. Right now is not the time to deny help to people. It's a time to make sure they get that help and get that help quickly. And now, when it comes to students, we've said that students have been completely missed out, and we pushed the government to fix that gap, and they've responded. But I want to point out a grave injustice in what the government's proposing. I want to talk about Miranda. She's a student in Victoria. She's got an 8-year-old child. She doesn't qualify for CERB because she didn't meet the $5,000 employment threshold. She's lost her childcare because of COVID-19. And now the government's saying to Miranda, she deserves less help, as if her rent costs any less because she's a student, as if her groceries cost any less because she's a student. It's wrong that the government is telling Miranda that she deserves less help when they're not even clear on whether or not a company that is registered in a tax haven will be denied public help. They're not able to come out clearly and state that. So if you're a large corporation that's powerful and wealthy, rules don't apply to you. Tax havens continue, massive loopholes continue. But Miranda, a student who chose to go back to school, who has a child, she has to get less help. That is wrong. That is in fact ridiculous that the government's approach is like this. And so we are calling on this government to change that approach. And we will not be supporting unless the government shows that students living with disabilities and students that have dependents get the same amount under CERB. Ce gouvernement est en train de faire un choix. Il choisit de laisser certaines personnes derrière, de refuser aux gens l'aide dont ils ont désespérément besoin. Il préfère refuser de l'aide aux personnes qui en ont besoin plutôt que de risquer que quelqu'un reçoive de l'aide qu'il n'avait pas besoin. Il existe une solution. Donner à chacun l'aide dont il a besoin maintenant. Si quelqu'un reçoit quelque chose dont il n'avait pas besoin, cela peut être réglé au moment des impôts. Ce n'est pas le moment de refuser de l'aide aux gens, c'est le moment d'aider plus de gens le plus rapidement possible. Merci, and I'm ready for any questions you might have. Right. We'll now start the question period. As usual, one question, one follow-up. We'll start with a question on the phone and then go back to a room. Opérateur au téléphone, first question. Thank you, merci. The first question, la première question de Hélène Buzetier de Le Devoir. Please go ahead, your line is open. À vous la parole. Votre ligne est ouverte. Oui, bonjour, Monsieur Singh. J'aimerais seulement connaître votre position sur la proposition qui sera soumise aux voix, je crois, aujourd'hui sur la prestation pour les étudiants. Donc, allez-vous voter contre ou en tout cas vous opposer à son adoption rapide? Et si oui, ça veut dire quoi pour l'aide aux étudiants qui ne viendra pas tout de suite? Donc maintenant, les discussions continuent. J'espère qu'on peut trouver une solution. En fait, le gouvernement libéral, ils ont proposé une injustice. Ils veulent donner moins à une mère étudiante avec des enfants. Et je la trouve injuste. Et on va continuer de mettre la pression sur le gouvernement pour régler cette injustice. On espère que le gouvernement peut voir, ils vont voir l'erreur de leur manière. Ils vont voir que c'est injuste de faire ça. Et j'espère qu'on peut aller de l'avant.
Alors, juste en sous-question, ça veut donc dire qu'il n'y aura pas d'adoption aujourd'hui de la prestation pour étudiants. Ça ira donc minimalement à la semaine prochaine. Que dites-vous aux étudiants qui disent, ben voilà, vous faites retarder notre aide? Ce n'est pas clair à ce moment qu'est-ce qui va arriver. On espère qu'on peut trouver une solution aujourd'hui pour s'assurer que les étudiants peuvent avoir accès aux ressources tout de suite. Mais maintenant, la décision reste dans les mains du gouvernement. On a dit qu'il y a une injustice et il ne peut pas expliquer pourquoi Miranda, une étudiante, une mère, elle va recevoir $250 de moins. Pourquoi? Est-ce que c'est moins cher pour les factures? Est-ce que c'est moins cher pour l'épicerie? Est-ce que c'est moins cher pour les loyers? Non. Donc, pourquoi une mère étudiante va recevoir $250 de moins? Donc, c'est exactement ça qu'on veut régler. C'est pour Miranda qu'on se bat pour elle et pour les étudiantes handicapées, les étudiantes avec des dépendants. Et c'est pour eux qu'on se bat. Operator, next question on the phone. Thank you. Merci. The next question, la prochaine question. Bill Curry from the Globe and Mail. Please go ahead. Your line is open. À vous la parole. Hi, Mr. Singh. Thanks for your time. Obviously, this is not the normal way that government bills get passed here. A lot of this is happening behind the scenes. So if you could give us a sense of what's been happening in the past few days. The government they say they provided the opposition parties with a draft bill over the weekend. Has there been any revisions of those draft bills? Have you seen changes? What are you trying to propose? And it seems a little odd that it's still up in the air just a few hours before the House opens. So what's happening with this bill as far as you can tell us? Sure. So first off, our approach has been the simplest way to solve the problem of students not being included is a simple change in the language, which right now reads that if you've lost your job because of COVID-19, you can apply for the CERB. We said, if you're unable to work because of COVID-19, that would include students who were planning to work this summer or who were hoping to work once the school year finished up and now can no longer find work. So that small change would have included students and would have made a universal program that anyone who needs help could get it. That approach was rejected by the government, and they've come up with a separate, complicated program with different levels of support. And we said in this current program, our proposition is this, that a student who has kids, someone who has kids who choose to go to school, should not be receiving $250 less. Why is the government cutting Miranda's benefit or help by $250? It's not like the rent costs any less. It's not like groceries cost any less. So why are they taking this unjust approach? And for students living with disabilities, we know people with disabilities are less likely to be able to find work. So why is it that someone living with a disability who chooses to go to school is getting, again, $250 less? This is wrong and it's unjust. So it's unjust. So what we've said is that at a minimum, we need those two things to be rectified, that a student that is living with disabilities or someone who's got children, they should be able to get the same $2,000. And that's what's on the table right now. We provided the government right away with our concerns that this is not the right way to go. And right now it's up to the government to rectify this mistake. And our support will be there as soon as that is solved. And can I ask you about the two other main opposition parties? So Andrew Scheer has said he's concerned that there aren't enough incentives in this program for students to encourage them to take available jobs in the agriculture sector, for instance. Meanwhile, Mr. Blanchette at the Bloc has said he would like, because it's in the education field, Quebec should be able to opt out with full compensation. So where does the NDP stand on those two requests from the other opposition parties? Well, we know that in this time of crisis, if there is work available, people will take it. And I don't think that the conservative frame makes any sense at all. I think people will want to work if they can, but there's people that are worried about their safety and people who are worried about their own immune system and worried about risks. So it's a difficult time. And I think the appropriate thing to do is to acknowledge that there is not going to be, as a matter of fact, jobs available for students the way they would have been in the past. And to acknowledge that means we need to provide some supports. And I think that's the right thing to do. And in a crisis, our priority should be, how do we help most people as quickly as possible and ensure that no one falls through the cracks? That should be our priority.
not the inverse, which is the liberal and conservative frame, which is worrying about people not getting people getting too much help, worrying about people who don't deserve the help. That is the wrong approach in a pandemic. That is the wrong approach in a crisis to take. And so we reject that frame and think that we need to get help to people immediately. People want to work, but we're in a crisis and we should give them the supports they need. Operator, next question on the phone. Thank you. Merci. The next question, la prochaine question, Émilie Bergeron de l'agence QMI. Please go ahead. Your line is open. À vous la parole. Oui, bonjour, M. Singh. Bonjour. Vous avez parlé dans votre ouverture de le fait que le gouvernement n'est pas assez clair sur la question des paradis fiscaux, que les entreprises qui ont recours à ce stratagème n'aient pas droit à l'aide fédérale. M. Trudeau, hier, a parlé de ça, a été questionné là-dessus et il a semblé ouvrir la porte à ça. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme engagement? Ce n'était pas un engagement pour vrai, parce que la question, ce n'est pas une question des entreprises qui utilisent les choses légales, c'est une question des trous qui existent. Parce qu'à ce moment, l'évasion fiscale, c'est légal. Et ça, c'est le problème. Donc, il a en fait parlé d'évaser dans une manière peut-être illégale. On parle de le fait que le gouvernement a des lois maintenant qui permettent les entreprises d'effectivement ne contribuer pas leur juste part. Et c'est exactement ça qu'on veut régler. Et les autres pays ont donné des engagements plus clairs. On a plusieurs pays maintenant, la France, on a un Danemark. Beaucoup de pays ont dit clairement, si une entreprise est enregistrée dans un paradis fiscal, ils ne vont pas clairement recevoir l'aide fédérale ou publique. Ça, c'est l'engagement qu'on veut voir. Parce que pour les étudiants, pour les personnes, on a beaucoup de règles, mais pour les entreprises riches, pas des règles. Ça, c'est en erreur. Un exemple concret, c'est Loblaws. On a vu récemment une décision qu'ils ont effectivement évité de payer 340 millions de dollars et c'était légal parce que les lois sont en erreur. Les lois doivent changer pour s'assurer qu'on peut recapturer ce montant de taxes. OK, merci. Et concernant le projet de loi sur l'aide aux étudiants, donc ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas de crainte de votre côté que les étudiants choisissent de prendre la prestation au lieu de travailler. Mais que faites-vous des propositions du Bloc et des conservateurs? Maintenant, il faut trouver une entente. Donc, êtes-vous prêt à avoir un compromis à ce niveau-là? Donc, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Je dis que les étudiants vont travailler s'ils peuvent, mais c'est quand même, ça ne doit pas être une barrière pour leur donner d'aide. S'il y a du travail, j'ai complètement confiance que les étudiants vont faire le travail, mais sinon, il faut avoir une aide aux étudiants. Donc, ce que je propose, on est clair, si le gouvernement change ou corrige cette injustice où les étudiants handicapés ou les étudiants avec des enfants, s'ils vont recevoir le même montant d'appui, le même montant de l'aide, on est d'accord avec le projet de loi. Dans ce cas, c'est un programme fédéral qui est livré directement aux gens, comme le PCU. C'est un programme pour inclure les étudiants. Donc, je pense que c'est correct. Comme l'assurance emploi, c'est un programme direct aux gens. We'll now take a question in the room and then turn back to the phone afterwards. Hi, Mr. Singh, Julie Van Dusen, CBC. So basically, you're saying that you made a proposal to the government that if students have kids or if they have disabilities, they should get more money. Am I accurate on that? They should get the same as anyone else. Like if you look at the scenario, you've got a mom that is getting CERB and a mom that went to school and gets $250 less. So why is the government cutting a mom that went to school
to upgrade their education, why would that mom get $250 less? That's really what I'm saying. That doesn't make any sense for them to get any less just because they chose to go to school. So I don't know what's happened to your proposal. You say you're having discussions. Yep. Who are you having discussions with? So our party's having discussions with the Liberal government. Okay, and if they say no, we're not accepting that. If they say no, we're not accepting that. Then what are you going to do? We've said that we will not be supporting right now the way it stands, but we're looking forward to coming to a conclusion on this, coming to a resolution on this, because we think it's pretty obvious. Like if you're a student that's living with disability, you're a single mom, why would you be receiving $250 less? It doesn't make any sense. The government arbitrarily said, all right, if you're a student with a handicap, with living with disability, or if you're a mom that's a single mom, that somehow you deserve $250 less, as if your rent or your bills or your expenses are any less because you're a student. That doesn't make any sense. Well, yeah. We'll turn back to the phone. Operator, do we have another question? Yes, we do. The next question, la prochaine question, de Lina Did, de la presse canadienne. Please go ahead, your line is open. À vous la parole, votre ligne est ouverte. Oui, bonjour, Monsieur Singh. Bonjour. J'essaie de comprendre. Je comprends votre position à propos du 1750 et du 2000 $. Maintenant, ce qui est sur la table pour que le projet de loi soit adopté rapidement, c'est une version qui a été influencée par les demandes des conservateurs d'imposer certaines choses aux étudiants pour qu'ils aient accès à la PCU. Cette forme-là du projet de loi, si vous obtenez ce que vous avez, votre 1750 qui devient le 2000 $, est-ce que vous allez l'appuyer? Est-ce que vous allez appuyer une version qui impose certaines choses aux étudiants qu'on n'a pas imposées aux travailleurs pour obtenir leur PCU? Moi, je pense qu'ils n'ont pas raison de faire ça. C'est encore plus en plus de barrières et ce qu'on a dit en avant, c'est qu'il faut avoir moins de barrières pour recevoir l'aide à ce moment. L'importance de l'aide à ce moment, c'est pendant une crise, il faut créer des programmes qui sont simples au lieu de créer des programmes complexes. Donc, pour moi, dans mon avis, dans une pandémie, dans une crise, le fait que les conservateurs veulent ajouter plus de complexité, et ça n'a aucun sens de faire ça. Mais ce que je propose, c'est un simple changement pour les étudiants handicapés, pour les étudiants avec des enfants, s'ils reçoivent le même montant d'appui, le même montant d'aide, on est prêt d'appuyer le projet de loi du gouvernement. Okay, alors, so just to make sure that I'm understanding you right. So if you do get your $2,000 instead of the $1,750 for that portion of students, you will be okay with the bill, even if the bill does impose restrictions to students that it's not imposing on others. Je ne suis pas d'accord avec les restrictions, mais notre enjeu primordial, c'est le montant. Et si le montant est réglé, on est prêt d'aller de l'avant parce qu'on veut travailler ensemble. Mais je ne pense pas que c'est une bonne idée d'avoir des complexités dans le programme. Mais j'ai dit ça en avant et je veux continuer de critiquer ce problème dans ce que le gouvernement offre comme programme. En général, c'est trop complexe. Il faut avoir un système qui est simple. OK. Donc, si je peux abuser, une dernière, qu'est-ce que ça dit, le fait que la querelle qu'il y a entre parlementaires, jusqu'à maintenant, tout a été adopté rapidement, dans le consensus, tout le monde est d'accord, il faut faire vite, même si c'est pas parfait. Qu'est-ce que ça dit que la querelle, elle tourne autour des étudiants, que quand vient le temps d'aider des étudiants à survivre, là, tout d'un coup, les parlementaires ne sont plus si pressés et ne s'entendent plus? Je pense que je comprends la frustration des étudiants. C'était une erreur que le gouvernement a complètement manqué les étudiants dans le PCU. C'était une chose que j'ai dit. On a mettre l'avant des motions pour régler ça parce que ça n'a aucun sens que les étudiants aient été manqués par le gouvernement. Et maintenant, c'est encore frustrant qu'ils vont donner moins aux étudiants qui ont des enfants, qui font face des défis à cause qu'ils sont handicapés. Ça n'a aucun sens que le gouvernement fait ça. Je suis aussi frustré
Mais il faut se battre pour les gens parce que c'est important d'avoir la justice et c'est important d'avoir un résultat juste. Et c'est exactement pourquoi on se bat pour les étudiants, pour s'assurer qu'ils ont les mêmes niveaux d'appui. Et c'est exactement pourquoi on continue de faire le travail qu'on fait maintenant. Opérateur, prochaine question au téléphone. Thank you, merci. The next question, la prochaine question, is from Laura Osman from the Canadian Press. Please go ahead. Your line is open. À vous la parole. Good morning, Mr. Singh. I wanted to ask you about long-term care homes. I'm wondering if the NDP has given any thought to how we can prevent the situation we see playing out in long-term care homes in the future with respect to the Canadian Health Act. First off, if I could just take a moment to say how heartbreaking it is that the ground zero for the loss of life and for the deaths of this crisis, of the COVID-19 crisis, have been in long-term care homes, have been seniors. And if we think about how we got here, the neglect of our healthcare system, the lack of funding, the cuts to healthcare funding over decades of conservative and liberal governments who have significantly reduced the federal transfers in health, that the impact of this neglect is most clearly seen in our long-term care homes. In addition, the privatization and the for-profit long-term care homes are where we see the worst conditions and the highest numbers of deaths. And again, it shows that for-profit models do not work in delivering healthcare. It should not be a for-profit model when it comes to seniors' dignity and the quality of care that a senior receives. And we're seeing the evidence really clearly. So what we're calling for is there should be a care guarantee. You should know that if you put your loved one in a long-term care home, that they're going to get the care they need. And if that means working with all provinces and all levels of government to develop what does a care guarantee look like, the government has a responsibility to ensure that seniors can go to a place to receive care and receive care that is quality, that they're not going to be put in horrible conditions, that they're going to be treated with dignity, respect, and they're going to be safe. And families want to know that. And I think more than ever, this is why we have to do better when it comes to funding long-term care. And we have to do better when it comes to funding healthcare in general. Because when we don't fund healthcare, this is what happens. Thank you. So do you see all long-term care homes being run by provinces or downgraded to municipalities? Because those ones seem to be having trouble too right now. They do. We see that the worst troubles are in the for-profit models, where the privatized long-term care homes seem to have the worst conditions. But we know that in general, there's been a lack of attention given to long-term care. We also know that workers at long-term care homes don't get paid enough. And because of that, through no fault of their own, they've got to work at multiple long-term care homes, and that increases the risk of spreading infection from one home to another. And so really what we need to see is increased funding for long-term care generally, and specifically better pay for the workers there, better work and better pay and better work conditions, so that the seniors that live in those centers are treated with better care and are not subject to potential exposure to illness. We can do a lot better. And if anything, this crisis has shown the glaring mistakes that have been made, the lack of funding, and the lack of care for our seniors. And we've got to fix that. Operator, next question on the phone. Thank you, merci. The last question, la dernière question, is from Hélène Buzetti de Le Devoir. Please go ahead, your line is open. À vous la parole. Oui, M. Singh, j'aimerais seulement revenir sur cette question des paradis fiscaux. Vous semblez dire que dès qu'une entreprise est basée dans un paradis fiscal, même si c'est légal, elle devrait être d'emblée exclue de la subvention salariale. Oui. Mais que répondez-vous au gouvernement qui dit, mais ce ne serait pas juste parce que ça pénaliserait les travailleurs qui n'ont pas choisi que leur employeur soit basé dans un paradis fiscal? Vous avez mentionné l'exemple de l'Oblast, par exemple. Si on écoutait votre logique, ça ferait en sorte que tous les travailleurs qui mettent en ce moment de la nourriture sur nos tablettes ne seraient pas couverts par la subvention salariale à cause de ça. Est-ce que c'est logique? La subvention salariale vont directement s'assurer que les travailleurs continuent de travailler. Donc ça, c'est une sorte de subvention quand on est d'accord. Mais en général, ce qu'on propose, c'est d'utiliser ce moment
pour l'idée de subvention en général, il ne doit pas aller aux entreprises qui sont enregistrées avec les paradis fiscaux. Les autres pays ont fait la même chose. On a plusieurs exemples des pays qui ont fait cet engagement. Donc, je pense que c'est le moment de dire, si vous voulez échapper à votre responsabilité de contribuer dans la société, vous n'avez pas besoin d'avoir l'aide publique pour votre industrie, pour votre entreprise. Mais toujours, notre avis, c'est de continuer d'aider les travailleurs directs. Donc, l'aide directe aux travailleurs, c'est autre chose. Ça, c'est quelque chose qu'on va continuer de pousser. Mais si une entreprise dit qu'on a besoin de subventions pour continuer, on a besoin de subventions pour notre entreprise, je pense que c'est juste à ce moment de dire, si vous êtes enregistré dans un paradis fiscal, non. Ils peuvent changer ça. Ils ont le droit de dire, OK, on va enlever notre paradis fiscaux. Ils ont la capacité de dire, OK, on a un engagement de payer notre juste part. Et on peut avoir des engagements par les entreprises de dire, on va payer notre juste part. Et puis, s'il y a un engagement, on peut donner l'aide publique. Mais il faut faire face aux paradis fiscaux. C'est le moment de le faire. C'est complètement injuste que les entreprises essaient d'échapper leurs responsabilités, mais en même temps demandent l'aide aussi. S'ils engagent de payer leur juste part, on est prêt de dire qu'ils peuvent avoir accès aux aides. Sinon, non, pas d'aide. Là, j'avoue que vous m'avez perdu parce que je croyais que votre position, c'était précisément de dire que si une entreprise est basée dans un paradis fiscal, elle ne devrait pas se qualifier pour la subvention salariale. Là, vous avez l'air de dire que vous ne parlez plus de ça, vous parlez d'autres subventions non précisées de manière générale? Excusez-moi, j'ai mélangé les deux choses. En général, on épure les subventions salariales parce qu'ils donnent d'appui directement aux travailleurs, mais on dit que si une entreprise, même si une question de subvention salariale, s'ils sont registrés avec un paradis fiscaux, et ils doivent régler ça avant de recevoir l'aide, et c'est un engagement que les autres pays ont fait. C'est quelque chose qu'une entreprise peut faire. Elle peut dire, OK, d'accord. Mais c'était ça ma question, M. Singh. Oui. Mais c'est ça ma question, M. Singh. Est-ce que vous n'allez pas pénaliser des travailleurs qui n'ont rien demandé et qui n'auront pas la subvention salariale seulement parce que leurs employeurs ont pris des décisions corporatives qui ne les regardent pas? C'est ça ma question. Pas du tout. Les entreprises ont le choix de dire, d'accord, pour recevoir les subventions salariales, on doit changer notre approche. Il faut s'assurer qu'on n'échappe pas notre responsabilité. Donc, ils ont le choix de dire, pour recevoir les subventions salariales, oui, on va payer notre juste part. On va arrêter d'utiliser les paradis fiscaux. Il peut le faire. S'il demande d'aide publique, il doit aussi contribuer au public. Ce n'est pas difficile de faire ça. This concludes the press conference this morning. Thank you very much. Merci.